une dizaine de minutes peut-être, et après être sorti de ce local, j'ai pris mot pour mot ce qu'il m'a dit à ce moment-là. Voilà exactement. Bon, je voulais te voir. C'est normal de saluer les amis lorsque l'on part pour un long voyage. Et puis je voudrais te faire part de mes projets. Je me donne 2 ou 3 ans maximum pour réussir la belle. Sinon je me fous en l'air, je ne veux pas pourrir en prison. Tu vois, je t'aime bien et je te respecte. Mais la prochaine fois, il n'y aura pas de champagne et on sera obligé de se tirer sur la gueule. Réfléchis, on ne pourra pas faire autrement. L'homme de la rue ne peut pas comprendre, mais le premier qui tirera aura raison. Qu'est-ce que tu veux? C'est con, mais c'est comme ça. J'avais trouvé quand même que le personnage avait pris encore davantage d'envergure. C'est-à-dire qu'il était... entre-temps, il s'était évadé, il avait fait des coups, la presse parlait de lui, il était véritablement dans sa peau d'ennemi public numéro 1. Il l'avait été au Canada, mais là, il avait pris la dimension d'ennemi public numéro 1 en France. Mesrine, après son passage à la première brigade territoriale, bien sûr, il se retrouve en prison à la Santé. Et là, il retrouve quelques hauts personnages que nous avions d'ailleurs nous-mêmes arrêtés à l'Antigang. Et il rencontre en particulier François Besse. C'est un mec qui est devenu voyou par des problèmes de famille, qui a été très courageux sur lui, il a braqué en solitaire, d'échange, il a fait des demi-tours en moto, il pilotait la Kawa 900 qui était une moto de braqueur. C'est un petit bonhomme très sympathique que j'aime beaucoup. Maintenant, nos vies se sont séparées. J'ai jamais rien fait avec lui, je l'ai connu en quartier de sécurité. Il avait une conduite tout à fait digne. C'était un intellectuel, c'était de loin le plus intelligent, le plus malin, le plus cultivé, et celui qui doutait le plus, probablement d'ailleurs. Enfin, Besse, c'était l'homme aussi dont peut-être Mesrine avait besoin pour se construire, pour comprendre. Il faut savoir que les quartiers haute sécurité ont surtout été institués pour éviter quand même qu'il y ait des drames dans les prisons. Les QHS, ils étaient très révoltés parce qu'ils étaient détenus dans des conditions absolument atroces. Le droit de ne voir personne, des cellules extrêmement petites, isolement complet, promenade d'à peine 1 heure par jour dans une cour au-dessus de laquelle il y avait un grillage. C'était un faux cage, quoi. C'était une atteinte à la dignité. J'ai mesuré approximativement, ça n'a pas 8 mètres de long et ça n'a pas 2 mètres de large. Bon, est-ce qu'ils peuvent parler, communiquer? Mais pas du tout, ils sont seuls. Ils sont seuls à peu près 22 heures sur 24, ils sortent un petit peu, ils sortent à 2 et ils sortent dans des cours qui sont également fermés. Et puis dans une aile de la prison, au rez-de-chaussée, derrière un portique électromagnétique, le monde clos des quartiers de haute sécurité, les QHS. Première impression, un monde figé. Le règlement était inhumain. Lumière allumée, jour et nuit. J'ai cassé la lumière le premier jour. Et faire le lit tous les jours. J'ai mal au rein, je ne sais pas si je pourrais le refaire ce soir, je ne fais pas mon lit. Couvert en plastique. Même une boîte de sardines qu'on a achetée, elle est à l'extérieur de la cellule. On demande au maton de la boîte de sardines, il vous l'ouvre dans l'assiette et il repart avec la boîte. Fouille à corps jusqu'à 18 par jour. Avocat, fouille à corps. Retour d'avocat, fouille à corps. Promenade, fouille à corps. Retour de promenade. Douche, fouille à corps. Ils essayent de nous user. Alors il y en a qui ont usé. Moi j'ai vu 15 mecs qui sont coupés les veines, qui ont avalé des fourchettes. François Besse et moi, morts de rire. 1 heure de télé par semaine, le lundi après-midi, la moitié d'aujourd'hui madame. On se retrouvait. Moi j'ai la chance d'être inaltérable à ce genre de système, je m'en fous. Mais ils ont tué des gens au quartier de sécurité, ils ont massacré, ils ont brisé des gens. Il lisait Libération en prison, et pourquoi Libération était extrêmement lu en prison? C'était le seul quotidien qui avait les annonces taulards, annonces gratuites, les pages taulards, les annonces taulards, le tribunal des flagrants délits. Vous avez oublié ça, mais dans Libération, il y avait un journaliste qui, pendant plusieurs années, passait tous les jours au tribunal des flagrants délits à la Cité et qui faisait une rubrique des flagrants délits dans Libération.
Donc qui montrait le côté à la fois brutal, absurde et même sordide de la justice au quotidien. Il était le symbole en France de ce qu'on n'avait pas en France, c'est-à-dire comment dirais-je, les grands mouvements situationnistes, révolutionnaires en Allemagne, en Italie, tout ça. Et nous, en France, on n'avait pas grand-chose à l'époque. Lui, il devient d'un seul coup d'une espèce de gangster un peu beau parleur, etc., plutôt sympathique et tout. Il devient un militant anti-QHS, mais vraiment, c'est-à-dire dans sa chair, ce qu'il a vécu. Et il l'écrit dans Libération, il explique pourquoi il veut faire supprimer les QHS et qu'il ne s'arrêtera pas tant qu'ils ne seront pas supprimés. Mais dans cette deuxième période, il va grandir, intellectuellement et moralement. Il me parlait de l'écriture de son livre, oui. Et quand je me rendais au parloir, il m'en lisait même des morceaux, il me demandait ce que j'en pensais. Je pouvais même l'aider par moments à trouver des mots, des expressions. Quelques jours, quelques semaines avant le procès d'assises, il y a eu l'apparition de son livre, Instinct de mort. Et c'est assez extraordinaire, quelqu'un qui est accusé de plusieurs meurtres, prises d'otages et autres, qui écrit dans un livre et dans le détail de nombreux faits qu'il a réellement vécu, même s'il enjolive un petit peu son rôle, mais il y a quand même des faits extrêmement graves et très difficiles à soutenir même. Moi, dans l'Instinct de mort, j'ai deux noms, j'ai René et Rémi ou un truc comme ça, parce qu'il ne peut pas mettre sur l'imprimerie langue et sur l'évasion. Ça il me fait tomber, c'est avant le jugement. Donc il a quand même cette discrétion. L'histoire de l'arabe qui l'a tué, elle est fausse. L'histoire du consulat qu'il a été attaqué, on ne sait pas pourquoi, à Palma ou je ne sais pas où, elle est fausse. L'histoire de Front de Libération du Québec, c'est faux. Bon, il s'est vidé de quelque chose, mais avec 5 ou 6 côtés mythomaniaques. Il était convaincu qu'il partait pour perpète. Et il voulait donc se noircir le plus possible. Il était parti dans une espèce de dynamique suicidaire un peu. Je revoyais donc Mesrine dans le box. Il faut dire que l'opinion publique était absolument passionnée par cette histoire Mesrine et bien sûr par la tenue de ce procès d'assises qui a duré une quinzaine de jours, je crois. Donc on avait ensuite ces réflexions sur le procès. Alors c'est est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai bien dit ça, pourquoi il dit ça, il faudra répondre à ça. Donc très présent sur sa défense, très vif, très actif, très impliqué. Sur les côtés un peu coup de cinéma comme ça, très conscient de ce qu'il allait faire. D'une manière très, très méthodique et très lente, il a fait semblant de défaire son nœud de cravate et puis là il a sorti des clés de menottes. Et puis il les a brandis devant tout le tribunal médusé, bien entendu, les avocats, les spectateurs qui étaient là, les personnes présentes. Et puis, et là, il dit, vous voyez, tout s'achète en prison, même des clés de menottes, et voilà. Et bon. Il a fait un cinéma terrible. Il a fait diverses démonstrations sur justement la prison, puisque c'était son combat. Donc il a beaucoup, pendant le procès, parlé de la prison, des QHS, et montré que ça pouvait être aussi de véritables passoires. Oui, il avait mis ça en scène d'une manière magistrale. Bon, la seule chose, c'est que ces clés, c'était une espèce de moulage grossier, peut-être, je sais pas, des demi de pain ou durcir, enfin bref, son système. Bon, il a fait croire que c'était des menottes qu'il avait achetées auprès d'un maton corrompu, alors que ça pourrait être le cas, mais ça faisait partie du spectacle Mesrine, voilà. Je me souviens le 19 mai, quand Broussard est à son tour entendu par la cour d'assises, il y aurait un moment donné où, après qu'il ait fait son récit, Jacques Mérine l'invective directement, il l'apostrophe, et Broussard lui répond. Je suis à la barre, et puis j'explique dans le détail l'arrestation, et à la fin, le président interroge du regard Mesrine, et Mesrine dit « Oui, monsieur le président, ça s'est bien passé comme ça, mais vous pensez bien que je vais tout faire pour m'évader ?» et la prochaine fois, ça se passera dans la rue, et le premier qui tirera aura raison. Et là, on est d'accord, Broussard?
Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ben oui. Bon. Et ben voilà, c'était du Mesrine. Et on attend le verdict, alors on a attendu un moment. On attend le verdict et il est prononcé 20 ans. Que d'un seul coup, il n'est pas à la condamnation maximum, je crois que ça l'avait pas mal touché. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, ça lui a donné pas mal de maturité, pas mal de réflexion. Il avait un nouveau défi. Là, il se sublimait dans ces cas-là, que ce soit à l'extérieur ou en prison, les difficultés le sublimaient. Bon, ça le rendait, son ego, à la limite, était fortifié par tiens, j'ai quelque chose d'autre là qui se présente, et bon, c'est le gars qui allait jusqu'au bout. De tout ce qu'il entreprenait, il fallait qu'il ait le dernier mot, il fallait qu'il aille jusqu'au bout. « 9h30 ce matin, le détenu Jacques Mesrine est appelé au parloir de la prison de la Santé pour un entretien avec maître Giletti, son avocate. Une conversation d'1 quart d'heure plutôt calme. Soudain, Mesrine bondit sur une table, s'empare prestement de pistolets cachés dans une gaine d'aération et l'arme au poing force la porte du parloir devant ses gardiens médusés. Mesrine libère alors 2 autres gangsters et avec le raid s'empare des uniformes de leurs gardiens de prison. Un troisième compagnon d'évasion, Carman Rive, est tué sur place au coin de la rue de la Santé. Je crois que Carman Rive a été pris pour une chèvre par Mérine. C'était mieux qu'il y en ait un qui se fasse tuer sur le mur, parce que Carman Rive, il était un peu bedonnant, il était, je sais pas, un mec qui bouffait des rillettes toute la journée, qui bougeait pas, qui faisait pas de sport, rien. Je soupçonne pas, maintenant c'est de bonne guerre, hein, mais peut-être que ça a fait... Vous savez, en Sibérie, les Blatnoïs, ils emmenaient toujours un gros quand ils s'évadaient d'un camp de Sibérie. Parce qu'il y avait 2000 km à faire, ils le bouffaient le gros. Lorsqu'on apprend que Mesrine s'est évadé avec Bess, on s'est dit ça ne va pas être facile pour les retrouver. D'une part, à partir du moment où des individus de cette pointure s'évadent, vous pensez bien qu'ils vont tout faire pour ne pas retourner en prison à la case départ. Bon. Donc ils sont de plus en plus dangereux, sans doute de plus en plus méfiants. Il leur faut de l'argent, il faut qu'ils montent des opérations spectaculaires pour obtenir cet argent, les armes, etc. Et puis une cavale, ça coûte très cher. Je suis prêt. À l'OCRB, nous avons commencé à le connaître quand il a fait l'attaque du casino de Deauville. C'est-à-dire cette espièglerie bien dans son genre d'aller inspecter le commissariat de police avant d'attaquer le casino. Il va directement au commissariat. Vous voyez le côté provocateur. Il va au commissariat en disant, voilà, c'est l'inspection, je crois que c'était l'inspection des jeux, la police des jeux. Nous allons faire une visite au casino de Deauville. Si on vous appelle, ne bougez pas parce que ça risque de bouger un petit peu quand même. Notre opération ne va pas passer inaperçue, etc. Bon. Et puis, effectivement, ils y vont tous les deux. Peut-être un autre. Enfin bref, là, ils y vont. Et puis, ça se passe effectivement pas exactement comme prévu. Et à la sortie du casino, il y a échange de coups de feu avec les policiers. Ils sont blessés. Il y a des policiers blessés. Ils s'évadent. Une fois de plus, ils ne sont pas pris par les policiers. Ils prennent des gens en otage, ils s'en vont, ils se réfugient dans une fermette dans l'Orne, je crois. Et où là encore, ils prennent toute une famille en otage et ainsi de suite. En novembre 1978, Mesrine entreprend une opération au domicile du président Petit, qu'il avait condamné, je crois que c'était 1 an auparavant, à 20 ans de réclusion. Il avait entraîné avec lui 2 pauvres types qui n'avaient pas du tout compris ce qui leur arrivait. Et là, j'avoue que c'est une opération absolument, sur le plan technique, absolument lamentable, où Mesrine, lui, l'ennemi public numéro 1, la superstar du grand banditisme, s'est conduit en loupard, n'hésitant pas à asperger une petite gamine de 5 ans qui, à ses yeux, criait un peu trop fort.
Interrogé toute la nuit, le complice de l'ennemi public numéro 1, un petit truand sans grande envergure, disent les policiers, a avoué qu'il était bien en compagnie de Mérine hier soir au domicile du juge Petit. Vouloir faire pression sur un haut magistrat en le forçant à intervenir auprès du garde des Sceaux pour faire supprimer les quartiers de haute sécurité, c'est un acte insensé, un coup de publicité, disent les policiers. Mérine veut surtout faire parler de lui. Alors on a eu pour projet d'entrée, déjà de se structurer, parce que c'était un peu décousu à l'époque où je l'ai rencontré. Il y avait l'affaire Petit qui venait de se passer, et un peu déstabilisé de ce côté-là, et j'avais une bonne logistique par rapport à mes amis que j'avais comme associés précédemment. Et on sait quand on est en cavale que la logistique, c'est une chose très très importante. En l'occurrence, pour lancer un kidnapping.